t'es encore excusé pour rien. Quelqu'un t'a demandé un service, t'avais pas le temps, t'étais épuisé, et pourtant, t'as dit oui. T'as tout réorganisé, tu t'es sacrifié une fois de plus, et après, dans ta tête, une petite voix m'a murmuré « Mais pourquoi je fais ça ?» Tu connais cette voix. Elle revient toujours après que t'aies encore tout donné. Ton temps, ton énergie, ton attention, parfois même ta santé mentale. Les gens autour de toi disent que t'es généreux, que t'es une bonne personne, que c'est une qualité rare. Mais toi, au fond, tu sais que c'est pas si simple. Parce que quand tu donnes, t'as pas vraiment le choix. C'est viscéral, c'est automatique. Quelqu'un a besoin de toi et quelque chose en toi s'active immédiatement. Comme un réflexe, comme une obligation invisible. Et si je te disais que ce réflexe, il vient de loin, très loin. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi donner trop, c'est rarement de la générosité pure. C'est souvent la cicatrice d'une blessure que tu n'as jamais vue. Et surtout, comment t'en libérer pour de vrai. Partie 1. Le don qui vient de la peur, pas de l'amour. Il existe deux types de personnes qui donnent. Celles qui donnent parce qu'elles débordent, parce qu'elles ont tellement qu'elles partagent naturellement, sans attente, sans tension, sans ce petit nœud dans le ventre après. Et celles qui donnent parce qu'elles ont peur. Peur de décevoir, peur d'être abandonnées, peur de ne plus être aimées si elles disent non. Et la différence entre les deux, elle est invisible de l'extérieur. Les deux sourient, les deux aident, les deux sont là quand on a besoin d'eux, mais à l'intérieur, c'est un gouffre total. Le premier type donne et se sent léger. Le deuxième donne et se sent vide. Tu appartiens à quel type, toi ? Soyons honnêtes, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement pas parce que tu débordais de bonheur en aidant les autres ce matin. La psychologie appelle ça le giving from emptiness, donner depuis le vide. C'est le mécanisme de quelqu'un qui a appris très tôt que sa valeur dépendait de ce qu'il apportait aux autres, pas de ce qu'il était, de ce qu'il faisait. Enfant, tu as peut-être grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où on te félicitait quand tu aidais, où tu te sentais invisible quand tu n'étais pas utile, où le conflit était mal vu, où tes familiers avaient des conséquences. Alors ton cerveau a fait ce qu'il fait de mieux. Il a créé une stratégie de survie. Si je donne, je suis en sécurité. Si je suis utile, on ne m'abandonne pas. Si je ne déçois personne, tout va bien. Cette stratégie t'a peut-être sauvé à l'époque. Aujourd'hui, elle te détruit doucement. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Partie 2. Les visages cachés du traumatisme du donneur. Le mot traumatisme fait peur. On l'associe aux catastrophes, aux violences évidentes, aux choses visibles, mesurables, documentées. Mais il existe un autre type de traumatisme, silencieux, sans drame apparent, sans souvenir précis. Juste une accumulation de petits moments où tu as appris que toi, tu comptais moins. Les psys appellent ça le petit T, le trauma relationnel. C'est un père émotionnellement absent qui ne remarquait pas tes besoins. C'est une mère anxieuse que tu essayais de ne jamais l'inquiéter. C'est une famille où exprimer ses émotions était mal vu. C'est une enfance où tu étais le médiateur, le raisonnable, celui qui gérait. Tu t'en souviens peut-être même pas clairement. Mais ton système nerveux, lui, il a tout enregistré. Et aujourd'hui, ce système nerveux réagit. Chaque fois que quelqu'un semble avoir besoin de toi, une alarme silencieuse se déclenche. Aide, donne, sois là, sois utile, sinon quoi ? Tu sais même pas finir la phrase. Mais la sensation est réelle. C'est pour ça que dire non te génère une anxiété disproportionnée. C'est pour ça que tu rumines pendant des heures après avoir refusé un service. C'est pour ça que tu t'excuses pour des choses qui ne méritent même pas d'excuses. C'est pas de la faiblesse, c'est ton système nerveux qui applique, encore aujourd'hui, les règles de survie qu'il a apprises hier. La différence entre la générosité saine et ce mécanisme traumatique, c'est simple. La vraie générosité, tu peux l'arrêter quand tu veux, tu peux dire non sans hurlement intérieur. Toi, t'as l'impression que tu peux pas. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Parce que reconnaître ça, c'est déjà une forme de libération. Partie 3. Ce que ça coûte vraiment de trop donner. On parle jamais du prix. On célèbre les gens qui donnent tout. On les appelle généreux, dévoués, incroyables. On leur remet des médailles symboliques. On dit qu'ils ont bon cœur. Mais on parle jamais de ce qui se passe derrière la porte fermée. Le soir, quand tout le monde est content et que toi, tu es épuisé. Quand t'as plus rien pour toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir et que t'as l'impression d'être devenu transparent.
Trop donner a un coût physique. Ton corps garde le score, comme dirait Bessel van der Kolk. La fatigue chronique, les tensions dans le dos, les maux de tête inexpliqués, le sommeil agité, c'est pas du hasard. C'est le prix que ton corps paie pour un système nerveux constamment en alerte. Trop donner a un coût émotionnel, le ressentiment qui monte doucement, cette amertume que tu n'oses pas nommer parce que tu es une bonne personne et les bonnes personnes n'en veulent pas aux autres. Mais il est là, il grandit, il empoisonne les relations que tu essaies de préserver. Trop donner a un coût identitaire. Tu sais plus vraiment qui tu es quand t'es pas en train d'aider quelqu'un. Le silence te met mal à l'aise, l'inactivité te culpabilise. Tu existes à travers le regard des autres. Et quand ce regard disparaît, tu te sens vide. Il y a aussi le piège des relations déséquilibrées. Tu attires inconsciemment des gens qui prennent. Pas parce que t'es naïf, parce que ta programmation intérieure reconnaît ce schéma comme normal, familier, confortable même dans sa douleur. Et tu restes, tu donnes encore, tu espères que cette fois ça changera. Ça change pas, pas comme ça. Pas sans comprendre ce qu'on va voir maintenant. Partie 4. Comment sortir de ce cycle sans devenir quelqu'un d'autre. Je veux être clair avec toi. L'objectif, c'est pas de te transformer en quelqu'un d'égoïste. C'est pas de fermer ton cœur. C'est pas de devenir froid ou distant pour te protéger. L'objectif, c'est de commencer à donner depuis un endroit différent. Depuis l'abondance, pas depuis la peur. La première étape, c'est la conscience, et tu es déjà en train de la vivre maintenant. Reconnaître que ce pattern existe en toi, qu'il a une origine, qu'il a une logique, et que cette logique n'est plus adaptée à aujourd'hui. La deuxième étape, c'est le corps. Avant de répondre oui automatiquement, fais une pause, juste 2 secondes, et demande-toi qu'est-ce que je ressens là dans ma poitrine, dans mon ventre. Est-ce que c'est un oui qui vient du cœur, ou un oui qui vient de la peur de dire non? Cette différence, elle change tout. La troisième étape, c'est la thérapie, ou le travail intérieur. Pas parce que t'es cassé, parce que certaines blessures ont besoin d'être vues par quelqu'un d'autre pour pouvoir guérir. EMDR, thérapie des schémas, thérapie somatique, ces approches travaillent directement sur les traces que le trauma a laissées dans ton système nerveux. La quatrième étape, c'est la pratique du non, pas le non brutal, le non doux, ferme et respectueux. Je peux pas cette fois, j'ai besoin de temps pour moi, ce n'est pas possible pour moi là, sans justification excessive, sans 10 excuses qui suivent. Un non dit depuis ton intégrité vaut 1000 fois plus qu'un oui dit depuis ta peur. Et chaque fois que tu y arrives, quelque chose se répare en toi. Un tout petit peu, mais pour de vrai. Tu méritais d'être reçu, pas seulement donné. Je veux qu'on finisse sur quelque chose d'important. Quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais vraiment dit. Tu n'avais pas à mériter l'amour, pas l'enfant que tu étais, pas à travers les services rendus, pas à travers l'effacement de tes propres besoins, pas à travers ce sourire que tu maintenais pour que personne ne soit dérangé par ce que tu ressentais vraiment. Tu méritais d'être reçu, tel que tu étais, sans performance, sans utilité prouvée. Ce qui s'est passé, c'est pas ta faute. Ton environnement t'a appris des règles. Ton cerveau les a appliquées pour te protéger. C'était intelligent, c'était adapté à ce moment-là. Mais ce moment-là, il est passé. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de réécrire ces règles. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement, mais progressivement, avec douceur et avec une honnêteté radicale envers toi-même. Donner, c'est beau, vraiment. Mais donner depuis un lieu de paix, de choix et de liberté intérieure, c'est transcendant. C'est là que la vraie générosité vit, celle qui ne t'épuise pas, celle qui te nourrit autant que l'autre, celle qui ne laisse pas de ressentiment derrière. Tu peux devenir cette personne-là. Elle existe déjà en toi, sous toutes les couches de conditionnement. Elle attend juste que tu lui donnes la permission d'exister. Alors la prochaine fois que quelqu'un te demande quelque chose et que tu sens ce réflexe automatique se déclencher, fais une pause, respire et demande-toi « Est-ce que je veux vraiment dire oui ?» Parce que ta réponse à cette question, c'est le début de ta liberté. Si cette vidéo t'a plu, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, tu te reconnais dans quel aspect de ce qu'on a vu aujourd'hui ?